Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui a eu lieu à la fin du mois de mars 2020 concernant la prise de décision dans cette période de transformation que nous connaissons à l'heure actuelle. Une période de transformation liée bien évidemment à la crise du Covid-19 et qui nous pousse, qui nous interpelle à nous demander, mais finalement, qu'est-ce qui nous permet dans cette situation, dans ce contexte, de prendre des décisions qui soient les plus adaptées. Alors, en quelques mots, tout d'abord, le CE Management, nous sommes un club de patrons qui a été créé en 1962, en tout cas à son origine, et qui réfléchissait sur deux questions de fond. Dans les entreprises, qu'est-ce qui fonctionne bien et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et pour quelles raisons? Et avec comme volonté de mettre en place une culture de l'organisation qui mette les personnes en situation de bien faire et pas simplement les héros. Vous savez, les héros, ce sont des personnes qui sont obligées de déployer une énergie phénoménale pour être à la hauteur de leur vocation et de leur mission contre un environnement qui ne leur est pas favorable. Bien, au CE Management, nous sommes convaincus que le management, être un collaborateur, être un membre d'une entreprise ne doit pas être réservé aux personnes héroïques, mais l'environnement doit porter les personnes pour les mettre en situation de bien faire. À l'heure actuelle, nous sommes environ une cinquantaine de consultants un peu partout en France et nous intervenons pour des clients de toute taille et de toute activité. Personnellement, Norbert Mallet, donc à l'origine, j'ai été enseignant en philosophie pendant une dizaine d'années, dont 6 en université. J'ai été ensuite directeur adjoint d'un établissement d'enseignement pendant 4 ans. Puis j'ai été manager dans une entreprise de service, gérant d'une PME pendant 3 ans, où j'ai appris ce que c'est qu'au quotidien gérer une trentaine de collaborateurs pour la poursuite des missions. Et depuis 2001, je suis donc consultant, formateur et coach auprès d'entreprises de toute taille et de tout corps de métier. Je suis intervenu à la fois auprès de l'industrie, du commerce, de la grande distribution, des services publics et des collectivités territoriales et également coach et accompagnateur sur des thématiques de conduite de projet et sur des thématiques également de développement personnel. Je suis membre du CE Management depuis 6 ans, j'en suis associé. Et puis, vous savez, comme tout consultant, au cours de ces années, je me suis formé encore et encore à beaucoup d'outils pour répondre au plus près aux besoins de mes clients, aux besoins des entreprises et des particuliers qui font appel à moi. Ce que j'ai au cœur, c'est véritablement que chaque personne redécouvre la source de ses talents, à la fois professionnels, personnels, au service de leur projet, de leur mission de vie ou de la mission de l'entreprise dans laquelle elles sont. Et c'est là où je m'épanouis profondément dans ma mission personnelle de consultant, de formateur et de coach. Alors venons-en à notre thématique, la prise de décision. Eh bien, indépendamment de cette crise que nous traversons, la prise de décision, c'est une difficulté importante pour les décideurs. C'est un art qui n'est pas simple. En 2014, il y a eu une étude qui a été réalisée aux États-Unis auprès de 3000 chefs d'entreprise et 70% d'entre eux disaient qu'ils échouaient dans la mise en œuvre de la stratégie qu'ils ont décidée. 70% qui avouent en fait que les décisions qu'ils prennent ne vont pas à leur conclusion. Pourtant, il existe de nombreux outils d'aide à la décision. Certains qui sont anciens, l'arbre de décision, la matrice de décision, la matrice d'Eisenhower, d'autres qui sont beaucoup plus récents. Eh bien, malgré cela, les décideurs ont du mal à aller jusqu'au bout de la réalisation de leurs décisions. Et alors, en cette période de crise majeure, en vue de sa sortie, quels sont les leviers qui peuvent faciliter cette prise de décision et la mise en œuvre surtout de ces décisions? Nous tous, nous sommes confrontés dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle, dans la gestion des équipes et des entreprises, à des décisions importantes à prendre. Comment faire pour actionner des leviers qui soient adaptés, qui permettent d'avancer dans notre organisation? Alors, je voudrais juste faire référence à l'origine du mot crise qui vient du grec et qui veut dire, au point de vue étymologique, faire un choix, décider, faire le tri dans ce qu'il faut garder. Et en chinois, le mot crise est représenté par 2 idéogrammes, danger et sens à saisir. C'est à partir de cette étymologie à la fois grecque et de cette référence aux idéogrammes chinois que je vous invite à parcourir 5 leviers différents
par rapport à la prise de décision. À la fin de chacune des présentations que je vais faire, qui va être relativement courte, vous seront proposées un certain nombre de questions auxquelles je vous proposerai de répondre. Et faites un moment de pause dans votre vidéo pour répondre à ces quelques questions qui vous permettront de progresser dans l'observation de vous-même au cours de cette crise. Alors, le premier levier va peut-être vous étonner. Je renouvelle mes possibles. Il s'agit non pas d'un levier à proprement parler opérationnel en tant que tel, mais c'est un changement de posture personnelle profond par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous avons tous nos croyances, qu'elles soient positives ou bien qu'elles soient limitantes. Des croyances qui viennent de notre expérience, des croyances qui viennent de notre formation, qui viennent de notre personnalité et qui nous poussent à prendre telle ou telle décision. Même pour aller plus loin, figurez-vous que 90% des décisions sont prises d'une manière qui n'est pas rationnelle, mais plutôt par des biais cognitifs. Par exemple, on prend la décision en fonction du dernier qui a parlé, en fonction de la position sociale ou de la position hiérarchique de telle ou telle personne, de la personnalité, de celui qui prend la parole ou de notre propre personnalité. 90% de nos décisions sont prises d'une manière non rationnelle, mais en fonction de croyances ou de biais cognitifs. Eh bien, cette crise mondiale fait voler en éclats beaucoup de nos croyances et de nos référentiels. Par exemple, sur le capitalisme tel qu'il existe à l'heure actuelle, sur l'économie de marché, sur la manière de voyager, sur la manière de travailler. Nous étions persuadés que le monde économique dans lequel nous étions était d'une solidité absolue, eh bien, en fait, il vole en éclats uniquement pour un coronavirus qui vient de Chine et qui remet considérablement, totalement à plat notre manière de voir. Eh bien, c'est une opportunité pour nous de trier nos croyances, de les confronter, de garder ce qui existe et ce que l'on doit regarder. Regardez l'exemple des fruits et légumes français dont l'approvisionnement venait d'un peu partout en Europe. Et là, maintenant, nous en sommes à 100% de production française qui se trouve sur nos étals. C'est vraiment un changement de paradigme, un changement de possible. Et donc, c'est important d'identifier dans nos croyances ce qui est obsolète sur la vie des entreprises, de voir ce qui doit être conservé et de voir que ce que nous croyons impossible devient peut-être possible et inversement. Juste un autre exemple, la question du télétravail, qui a été vu auparavant comme étant un luxe de certains, un luxe de certaines organisations, et qui s'impose comme étant eh bien, non seulement une nécessité, mais peut-être une opportunité tout à fait intéressante. Voilà. Donc le premier levier, je renouvelle mes possibles. Alors, je vais vous inviter pendant quelques secondes, n'hésitez pas à faire pause sur votre vidéo. Qu'est-ce que vous croyez intangible et qui est sans doute en train de se transformer dans la société, dans la manière de concevoir la vie au travail? Quels sont les nouveaux possibles pour vous-même à l'heure actuelle dans votre manière de travailler? Voilà. Donc, quelques instants de pause que je vous recommande de faire et reprenez la vidéo quand vous êtes prêt. Le deuxième levier va vous étonner peut-être. Je choisis l'antifragile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'antifragile? Je fais référence à un auteur franco-libanais qui s'appelle Nassim Taleb et qui indique que dans un monde VICA, vous connaissez certainement cette expression, donc qui est volatile, incertain, complexe et ambigu, et notre monde est d'autant plus VICA avec cette crise à l'heure actuelle, bien différentes organisations sont possibles. Les organisations fragiles, qui sont dominées par la peur de la casse et donc par la recherche de protection, un peu comme un œuf qui tombe au sol, qui est amené à se briser au moindre choc. Et j'avais envie de vous dire qu'un œuf, quoi qu'il se passe, il est destiné à être brisé. Voilà, soit pour faire naître le poussin qu'il y a à l'intérieur, soit pour qu'il soit consommé. Un deuxième type d'organisation sont les organisations qui sont robustes, qui sont plutôt dans le déni du changement, dans le renforcement des défenses pour repousser les assauts du changement. Vous connaissez peut-être cette photo, c'est le château de Sussigno sur la presqu'île de Ruisse, qui est absolument magnifique à visiter, mais qui à l'heure actuelle a complètement perdu sa vocation d'origine de défense de la presqu'île de Ruisse et puis d'un lieu de chasse du duc de Bretagne. Alors effectivement, il est robuste, il est resté tel quel, sauf qu'il est
complètement obsolète par rapport à sa vocation originelle. On peut le visiter, mais il ne sert plus du tout sa vocation originelle. Un autre type d'organisation sont les organisations résilientes, qui sont dans l'accueil de la crise, qui sont dans l'accueil de la difficulté, et qui fléchissent et qui s'adaptent, un peu comme le roseau dans la tempête. Vous voyez, le roseau, comme dit le poète, il passe son temps effectivement à se plier au vent, il est capable de s'adapter d'une manière tout à fait intéressante et de reprendre sa place, mais par contre, fondamentalement, il reste un roseau. Il est capable de s'adapter, mais il n'est pas capable de se transformer. Les organisations antifragiles, elles, considèrent que le risque et l'incertitude deviennent une opportunité. Elles permettent une auto-adaptation et un renforcement. C'est même, vous voyez, ça va même encore un peu plus loin, c'est que la difficulté, le choc, la crise est la source d'inspiration, d'information pour pouvoir se transformer, pour pouvoir se renforcer. Un petit peu comme le muscle, ou bien comme l'ADN, ou bien vous savez, comme les mammifères qui ont pris le pouvoir sur la planète à la suite de la météorite sur le Yucatan qui a complètement ravagé la planète, et tous les dinosaures qui étaient incroyablement robustes, eh bien, ont complètement disparu de la surface de la Terre. Seuls les petits sont restés, ça a donné les oiseaux et les lézards, et les mammifères, qui étaient des toutes petites bestioles qui se planquaient un petit peu partout, eh bien, ils sont devenus les rois de la planète. C'est tout à fait intéressant. Voilà. Donc en fait, l'enjeu, vous voyez, c'est de voir ce qui, dans nos organisations, a besoin effectivement d'être protégé. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Évidemment, il faut éviter la casse, mais vous avez beau inventer une boîte à œufs, la boîte à œufs, tôt ou tard, eh bien, elle n'empêchera pas à l'œuf de se casser. Donc, je vais vous inviter, pendant quelques secondes de pause, de vous poser cette question. Dans votre entreprise, votre équipe, votre marché, peut-être même votre organisation personnelle, votre famille, quel risque, quelle incertitude allez-vous transformer en source d'antifragilité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir l'information qui vous permettra d'évoluer, de progresser, de changer et de devenir plus fort et de vous adapter. Voilà. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question, puis ensuite reprenez votre vidéo. N'hésitez pas à faire pause dans votre vidéo. Si les deux premiers leviers étaient de l'ordre de la posture principale, celui-ci est davantage, les trois derniers sont davantage opérationnels. Alors, je convoque l'avocat du diable, le troisième levier. Rappelez-vous la navette Challenger en 1986, vous vous souvenez certainement de ces images. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un grand froid, un peu exceptionnel sur Cap Canaveral pour la saison et puis même tout simplement pour le lieu géographique, qui fait qu'un des joints d'étanchéité des boosters s'approchait dangereusement de la zone de sécurité et risquait de ne plus pouvoir assurer l'étanchéité du booster. Donc, il y a eu des ingénieurs qui ont signalé le problème, sauf que le capteur qui a servi à mesurer la température était au sol et ne prenait pas en compte le froid relatif en surface, au niveau du joint. Et donc, au moment de la réunion du go-no-go, malgré plusieurs tentatives des ingénieurs de dire attention, ça risque d'exploser, en fait, personne n'a osé réellement prendre la parole parce que le chef a parlé en premier en disant bah, écoutez, moi je suis pour le lancement, qui est contre? Et en fait, personne n'a osé dire. Et donc, la navette a décollé au bout de 73 secondes. Ça a été la catastrophe que tout le monde connaît. Alors, convoquer l'avocat du diable, vous voyez, ça veut dire se centrer sur les faits. Ça veut dire se méfier des décisions prises à l'unanimité. La marine américaine, par exemple, sur les programmes un peu complexes, eh bien, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise trop rapidement à l'unanimité, la décision n'est pas prise, elle est renvoyée au lendemain, parce que ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment trituré la problématique, on ne l'a pas suffisamment passé au crible du doute de l'avocat du diable pour voir les oppositions et ce qui risque de faire échouer cette décision. Ça implique d'encourager la prise de parole divergente dans les équipes, de jamais sanctionner ceux qui ont des arguments contraires, à condition évidemment qu'ils le disent d'une manière adaptée et respectueuse. Il vaut mieux avoir 150 cerveaux à bord et de prendre en compte le point de vue des personnes concernées. Donc je vous encourage fortement avec ce levier de prendre
les décisions en consultant vos équipes, même à distance, et en faisant bien attention, en parlant en dernier bien sûr, et en faisant bien attention à entendre la parole divergente. Parce que quelquefois, c'est dans la parole divergente d'un collaborateur que se trouve la solution qui permettra justement de répondre durablement aux problèmes que nous avons rencontrés. Alors, petite question, comme pour les autres leviers, convoquer l'avocat du diable. Dans cette période difficile, quelle va être l'initiative, la parole, l'idée divergente qui peut venir de vos équipes, de vos clients, qui pourra vous être utile, et comment vous allez faire advenir cette parole divergente pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà. Encore une fois, quelques secondes de silence, faites pause sur votre vidéo avant de la reprendre. Et nous arrivons au quatrième levier, c'est je donne de pouvoir, je donne du pouvoir. Il y a une tradition dans certains sous-marins nucléaires, c'est que les officiers retirent leur galon. Alors non pas parce que le commandant cesse d'être le commandant ou que le second cesse d'être le second, mais c'est pour montrer que la décision, elle est prise non pas en fonction du pouvoir hiérarchique, mais en fonction du pouvoir de compétence. C'est celui qui est compétent qui peut prendre la décision à son niveau qui va permettre d'avancer. Ça, c'est une idée qui est tout à fait intéressante. Le mot pouvoir est très paradoxal en français. Quand on parle du substantif le pouvoir, on voit tout de suite quelqu'un qui domine, alors qu'en fait, le verbe, c'est la possibilité. Le véritable pouvoir n'est pas la domination, mais d'être en situation de faire, d'être dans une possibilité, d'ouvrir des possibles. C'est ça, le véritable pouvoir. Alors, je vous encourage comme levier de décision de vous poser comme question, mais à quel niveau doit se prendre une décision au niveau de vos collaborateurs? Comment les responsabiliser? Souvent, vous savez, on se rend compte dans les usines ou dans toutes les organisations, toutes les fois où la direction est sollicitée par des décisions qui ne sont pas de leur niveau, sur lesquelles ils n'ont absolument aucune, mais aucune valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment tout à fait étonnant. Et donc, l'enjeu, c'est de donner à chaque niveau hiérarchique de pouvoir décider. Et n'hésitez pas à le faire dans cette période de confinement, dans cette période de crise, de vous poser comme question, mais finalement, quel pouvoir je vais donner réellement à mes collaborateurs pour pouvoir faire avancer les solutions aux difficultés que vous rencontrez. Alors, le moment de réflexion que je vous propose, c'est quelle décision de protection de fragilité vous allez pouvoir déléguer et au contraire, comment vous allez pouvoir prendre les décisions de l'antifragile. Alors, j'explique un petit peu ces deux questions. L'enjeu, vous voyez, ce n'est pas de renoncer à protéger les œufs. Évidemment, si vous avez des organisations qui sont fragiles, il faut savoir éviter la casse. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement, à l'heure actuelle, prend beaucoup de mesures pour sauvegarder ce que l'on peut sauvegarder. Mais l'enjeu, c'est de ne pas se laisser dominer par les décisions de protection de la fragilité, qui ont peut-être été les décisions des premières semaines de confinement. Mais moi, je vous invite véritablement, maintenant que nous passons dans une deuxième phase du confinement, à prendre les décisions antifragiles, c'est-à-dire celles qui vont vous permettre de transformer votre organisation en vous appuyant sur la crise elle-même, sur les informations que vous apporte la crise. Voilà, donc prenez quelques instants pour répondre à ces deux questions. Quelle décision de protection de la fragilité vous pouvez déléguer à vos collaborateurs et comment allez-vous faire pour prendre des décisions antifragiles pour votre organisation? Voilà, donc faites pause et reprenez pour le cinquième et dernier levier. Et donc nous arrivons au cinquième levier, c'est à l'heure du choix, je pèse l'alternative. Alors, quand on a un choix, une décision à prendre, souvent, nous avons une option A qui a notre préférence un peu naturellement, une option B, voilà, qui nous plaît un petit peu pour la forme, on la met éventuellement en contrebalancement, et puis peut-être une option C, D, F, pourquoi pas Z. Voilà. Alors, comment faire pour discerner, comment faire pour peser l'alternative? Il y a une méthode qui est tout à fait intéressante. Commencez d'abord par faire la liste des avantages de l'option A, ce qui viendra naturellement. L'option A qui a votre préférence. Et naturellement, vous allez plutôt avoir tendance à aller vers cette option-là. Et puis, naturellement, vous allez aller vers les inconvénients de l'option B, parce que de toute façon, elle ne vous plaît pas forcément. C'est ce qui se fait naturellement. Mais je vous encourage à aller un peu au-delà.
de remonter pour faire la liste des avantages de l'option B. Voyez, de vous forcer à faire vraiment toute la liste de toutes les raisons qui vous feraient aller dans le cadre, dans le sens de cette option B, et ensuite de faire la liste des inconvénients à cette même option. Et de faire pareil pour l'option C, pour l'option D, pour l'option E, pour l'option F, vous voyez. Très souvent, les premières options que nous mettons en décision, c'est celles que nous avons l'habitude de traiter, en fait. Vous voyez, nous avons la mémoire, usuellement nous faisons cela, mais souvent c'est dans les autres options, dans les autres solutions que se trouve peut-être le véritable plan qui va nous permettre de sortir de la difficulté. Et puis bien sûr, eh bien, de pondérer en fonction des avantages et des inconvénients selon les risques et les opportunités. Alors par rapport eh bien, à ce cinquième levier, je vous propose comme question, dans une difficulté que vous rencontrez à l'heure actuelle, quelles sont les alternatives qui se présentent à vous? Option A, B et C. Essayez de voir un peu avec cette méthode les avantages de l'option A et les inconvénients de l'option B. Ensuite, les avantages de l'option B et les inconvénients de l'option A. Lors de la prise de décision, eh bien, n'hésitez pas à solliciter votre équipe avec cette méthode qui est extrêmement efficace. Voilà, quelques secondes ou tout ce que vous voulez de pause dans votre vidéo pour pouvoir répondre à ces questions. Et puis ensuite, je vais vous inviter à quelques réflexions complémentaires et conclusives de cette présentation. Alors tout ça, ça semble évident, mais vous savez, quand un navire est échoué au bord de la mer, la décision de prendre la mer ne suffit pas. Ce n'est pas parce que le capitaine a décidé « allons-y, regagnons le large » que ça va se faire. Voyez, c'est la mer qui fait flotter le navire et pas l'inverse. Ce n'est pas le navire qui décide d'aller flotter. Le navire ne flotte parce qu'il y a la mer qui la pose. Alors le navire, c'est l'entreprise en situation de difficulté, les équipages en souffrance, le confinement qui pèse. Tout cela eh bien, fait que nos entreprises, nos organisations ont l'air d'être échouées. Qu'est-ce que c'est que la mer? Ce sont les leviers de la décision. Et renouveler les possibles, choisir l'antifragile, convoquer l'avocat du diable, donner de et du pouvoir, peser l'alternative. Tout ça, ça permet de faire monter le niveau de la mer pour permettre au bateau eh bien, de reprendre le large, d'avoir suffisamment de fond, suffisamment de mer pour pouvoir naviguer. Voilà. Alors, le problème, c'est comment passer d'une évidence qui soit individuelle à une culture commune. C'est ça ce qui est pas si simple que cela. Peut-être que vous êtes convaincu individuellement par ce propos, mais l'enjeu, c'est comment faire en sorte que bien cela passe réellement dans vos équipes. Alors, ça nécessite d'agir. J'aime énormément cette citation. Une vraie décision est mesurée par une nouvelle action. S'il n'y a pas d'action, c'est que vous n'avez pas vraiment décidé. Alors, si ces réflexions vous ont suffi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour dépasser cette situation compliquée, mais qui est en même temps eh bien, une source d'opportunité. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, quelques formules qui sont possibles. Un coaching individuel, 6 à 10 séances pour mettre en place une stratégie de reprise après ce confinement. Un accompagnement de votre équipe avec les outils participatifs en format d'une ou plusieurs demi-journées. On peut très bien faire une convention de formation pour la prise en charge financière de cet accompagnement, il n'y a absolument aucun problème. La mise en place d'ateliers de co-développement également, ça c'est vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à faire appel à moi pour avoir des renseignements, pour savoir ce que c'est que ces ateliers de co-développement pour résoudre les problèmes. Et puis prochainement, il va y avoir une formation diriger son entreprise vers l'antifragile, car pour moi, eh bien, dans cette période, c'est vraiment l'opportunité des entreprises pour aller vers l'antifragile. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique de l'antifragile, je vous inviterai au prochain webinaire là, de la semaine. Vous aurez le lien d'inscription en commentaire de cette vidéo pour pouvoir vous inscrire à ce webinaire sur cette organisation antifragile. Voilà, j'espère que ces propos vous auront intéressé. N'hésitez pas à faire appel à moi pour avoir un temps d'échange, de discussion. Je suis à votre disposition avec le meilleur de ma technique, la meilleure de mon savoir-faire de consultant, de coach et de formateur pour vous aider dans cette période vraiment particulière que nous vivons, eh bien, à dépasser et aller vers une reprise où tout le monde pourra se retrouver transformé et renouvelé dans sa manière de travailler et de penser. Voilà, je vous souhaite le meilleur et j'espère à bientôt.